Comment aider et accompagner nos jeunes enfants à gérer adéquatement leurs émotions négatives? Oui, alors là, en ce moment, ça devrait être une priorité, se poser cette question-là. Hem, Depuis 1995, depuis l'apparition du iPhone, ce qu'on voit là, heu, particulièrement, heu, l'iPhone n'est pas arrivé en 95, mais les enfants nés en 95 et après, c'est la génération internet, OK? Qui ont grandi avec ça et ils sont nés avec un téléphone pas très loin, internet pas très loin. Donc, il y a un problème de gestion des émotions négatives, chez les plus jeunes générations, c'est-à-dire la génération Z et en bas, donc dès les jeunes enfants. Hem, En ce moment, l'avènement d'internet et des médias sociaux, combiné au courant actuel, combiné au style de parentalité, fait en sorte qu'on surprotège les enfants et on empêche les enfants d'avoir des émotions négatives. C'est un grave problème parce qu'en ce moment, on enseigne l'évitement systématique des émotions négatives. On ne peut pas avoir un meilleur échec, c'est-à-dire une recette pour l'échec que ça. Les enfants ne peuvent pas survivre s'ils n'apprennent pas à gérer et faire face à des émotions négatives et devenir plus forts, développer des habiletés de résolution de problèmes en lien avec des émotions négatives. C'est grâce aux émotions négatives que tu prends ta place dans le monde, que tu prends action dans le monde et donc que tu te sens puissant dans le monde, que tu as un rôle à jouer positif dans le monde. Donc en ce moment, on cultive l'oppression, on cultive la victimisation contre l'environnement qui est toujours plus fort et plus négatif et plus méchant envers soi. On cultive le sentiment que l'environnement est contre soi. Donc, on cultive le fait que tout est en fonction de soi. Donc, c'est non seulement du narcissisme, mais on enseigne la fragilité. Alors, la réalité, c'est que les enfants sont antifragiles. Les enfants sont faits pour devenir forts. C'est fabriqué comme ça. Que ce soit des cellules, que ce soit dans le système psychologique, c'est fait pour devenir tough, un enfant. Mais la seule façon de développer ces forces-là, c'est par la stimulation, par des défis et par des zones d'inconfort. C'est impossible de développer de la force dans des zones de confort. Donc, priver les zones d'inconfort, c'est priver le système normal des enfants qui les rend forts. Et ceci a des liens autant au niveau très cellulaire que psychologique. En ce moment, par exemple, la grande terreur dans les écoles, c'est les allergies aux peanuts. Les allergies aux peanuts est la terreur suprême parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont allergiques aux peanuts. Et les allergies sont de plus en plus violentes. Les réactions sont violentes. Donc, évidemment, c'est comme de plus en plus épeurant et ça build up le plus possible. Donc, on est terrorisé par ça. Mais il n'y a même pas 20 ans, on n'avait pas d'allergie aux peanuts, ou presque pas. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment on a réussi en voulant bien faire? Parce qu'il faut se rappeler que le, l'enfer est pavé de bonnes intentions et il y a une nette différence entre des bonnes intentions et des bonnes stratégies. Donc, comment on a fait pour créer des allergies aux peanuts aussi violentes, aussi répandues que ça, au point que les directions d'école maintenant font des meetings d'allergies aux peanuts. C'est une matière où on explique aux parents comment regarder toutes les choses sur les papiers d'emballage et on ne peut plus apporter des choses non seulement qui contiennent des peanuts, mais des noix et on ne peut plus apporter des choses qui ont été manufacturées dans une usine où il y aurait des produits où il y aurait eu des peanuts. Donc, on est rendu à
ailleurs, OK? Comment on a fait pour se rendre là? Bien, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a commencé à protéger les enfants contre toute forme d'exposition aux peanuts il y a plusieurs années déjà. Évidemment, lorsqu'un enfant a déjà d'autres allergies et a de l'eczéma, ce sont les facteurs qui prédisent le plus une allergie aux peanuts. OK? C'est évidemment. Donc, il y a évidemment des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Mais là, on a élargi le spectre de prévention et depuis le jeune âge, on a arrêté d'exposer les enfants à toute forme de noix et de peanuts. Ce qui fait en sorte que le corps n'a pas pu s'adapter à cet aliment-là. Et ce qu'on a découvert, c'est que plus tu prives l'exposition aux peanuts chez les enfants, euh, moins le système immunitaire se renforce. Et le système immunitaire est, comme les enfants, antifragile. Il est fait pour devenir fort. Mais c'est comme n'importe quoi, ça prend une espèce de gym ou d'endurance. C'est comme une espèce d'exercice, OK? C'est comme de la musculation euh, de système immunitaire. Ils ont fait une expérience, par exemple, ils ont pris 2 groupes d'enfants. Un groupe d'enfants ont eu 3 fois par semaine des microdoses d'exposition aux peanuts. Et un autre groupe d'enfants a eu absolument aucun contact avec aucun allergène ou quelque chose de près ou de loin qui aurait touché des peanuts. Alors, le résultat, c'est que 17% des enfants qui n'avaient pas eu d'exposition ont développé une allergie versus 3% seulement pour les enfants qui ont eu une exposition. Donc, c'est le jour et la nuit, là. On ne parle pas de 3% et 6%, ce qui serait quand même, ce qui serait quand même le double. On est à 17 et 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas comment exposer des enfants au bon niveau de difficulté, de défi. Et là, en ce moment, on est dans une ère de grande confusion où on veut protéger contre toute forme d'oppression, okay? Parce qu'il y a d'autres courants postmodernes, c'est très c'est le peuple contre l'oppression, etc., les groupes minoritaires contre l'oppression. Donc, ça, c'est dans l'air, ça s'additionne à ça. Mais les enfants ne peuvent pas vivre suffisamment de défis et de déstabilisation émotionnelle. Donc, les enfants sont beaucoup trop rassurés, sont beaucoup trop protégés. Les enfants, par exemple, ils ne jouent pas assez tout seuls. Donc, ils n'ont pas la chance de se chicaner. Avant, quand les parents avaient 5-6 enfants, les parents ne peuvent pas surveiller à temps plein 6 enfants. C'est impossible. Fait que tu mets tes enfants dehors, puis tu fais « Allez vous amuser, j'ai d'autres choses à faire. » Parce que ça n'a pas de bon sens. Là, en ce moment, on a moins d'enfants. Donc, les parents ont des enfants plus tard. Donc, ils ont souvent plus de ressources économiques. Donc, ils ont plus de temps, d'énergie et d'attention à consacrer sur un seul enfant. Donc, ce qui fait que les enfants sont supervisés en tout temps, ce qui est une forme de surprotection. Évidemment, un parent qui supervise un enfant, bien, il ne sera pas neutre, il va vouloir réagir aussitôt qu'il se passe quelque chose. Puis pourquoi un parent réagit? Il va réagir lorsque la présence ou la détection d'émotions négatives. Donc, le cerveau de l'enfant s'habitue à, lorsqu'il y a une émotion négative, il va avoir quelque chose, un feedback d'une autorité externe. Donc, il n'est, à ce moment-là, plus responsable de ses propres émotions. Et donc, l'environnement doit le sauver. Et donc, c'est l'environnement qui est mauvais, qui lui fait vivre ça. Et donc, c'est une autre personne de l'environnement qui doit le sauver. Et ça, c'est extrêmement négatif pour les enfants parce qu'ils construisent des schémas de victimes. Ils construisent des schémas où les choses sont soit bonnes, soit mauvaises. Donc, moi, je suis une bonne personne. L'environnement peut être mauvais contre moi. Donc, ça crée de l'opposition, c'est-à-dire une surdichotomisation entre soi et l'environnement. Donc, il y a beaucoup trop de temps de supervision. Et on est dans une espèce de courant et ça, c'est enseigné maintenant dès le primaire, il ne faut absolument pas qu'il y ait de chicane. Aussitôt qu'il y a des émotions négatives, un enfant se sent victime, discriminé, il y a une forme d'injustice là-dedans. Donc, aussitôt qu'il y a des émotions négatives, il y a une espèce, ça correspond à une forme de débalancement social qui doit être corrigé, d'où ce qu'on appelle une justice sociale. Donc, on bâtit des justiciers sociaux qui, eux, vont analyser le monde
et vont grandir basés sur leurs propres émotions à rectifier l'humanité en fonction de la façon dont ils se sentent. Ça, c'est la génération Z et après. Donc, voilà, c'est pas facile, les amis. Donc, comment on fait? C'est comme, rendez-vous compte qu'un enfant doit vivre des émotions négatives. C'est fait pour ça. Puis il doit se voir fort. Puis la façon de se voir fort, c'est qu'il doit le voir dans vos yeux. Donc, vous devez le savoir, vous, pour vous, dans votre tête, parce que vos yeux vont changer. Votre attitude va changer. La vitesse avec laquelle vous allez aider votre enfant va changer. Tout ça va indiquer comment vous percevez votre enfant. Si vous voyez votre enfant fragile, vous allez vite faire en sorte de le récupérer avant qu'il se blesse, qu'il se casse. Donc, on développe la fragilité de l'enfant. Mais si vous le voyez fort, ça veut dire que vous êtes capable de le voir comme étant capable d'avoir des émotions négatives, d'avoir de la douleur, puis qu'il va s'en sortir. Puis ça ne veut pas dire qu'il va être abandonné, il va être soutenu. Mais être soutenu, c'est très différent que se voir fragile. Donc, un enfant doit se voir capable, doit se voir fort. Je vous donne un exemple, OK? Dans une garderie, il y a un enfant qui est allé se plaindre à la professeure. L'enfant est allé se plaindre en disant « Ces amis-là, ils me rejettent. Ils ne m'acceptent pas dans leur groupe. » Fait que cet enfant-là, il veut faire partie d'un groupe, il veut des amis. Parfait. Il s'en va voir sa professeure, puis lui dit que ces enfants-là ne sont pas corrects parce qu'il l'exclut. Un comportement comme ça, là, c'est comme, tu as comme un Y. Là, tu as la chance, comme professeur, d'enseigner quelque chose d'important à cet enfant-là. Si tu fais « Ah ouais, ben ça, c'est pas gentil », tu es en train de dire à cet enfant-là, les autres t'ont réellement exclu, donc tu es discriminé, puis c'est pas de ta faute et tu n'as aucune responsabilité. Puis non seulement ça, c'est moi, je vais t'inclure. Donc, moi, comme une force d'autorité externe, je vais t'inclure dans un groupe. Ça, c'est un choix. Donc, ce que l'enfant va faire, il va suivre le professeur, puis il va se faire plugger dans le groupe d'élèves ou d'autres enfants. Les enfants vont faire comme OK, parfait, bon, ben, on va faire avec. Fait que là, l'enfant qui vient de se faire forcer dans le groupe, il n'a pas fait sa place lui-même. Il n'a pas créé de relation, rien, il n'a rien négocié. Fait qu'il est là. Puis là, il dit moi, je méritais d'être là. Puis tous les autres enfants sont comme OK, ben regarde, on ne veut pas de problème. Fait qu'on va t'inclure. Fait que ça, c'est le principe de l'inclusion. OK? Fait que ça, c'est un choix. L'autre choix, c'est de dire à un enfant, c'est comme toi, as-tu le goût d'aller jouer avec ces amis-là? L'enfant va dire ben oui. OK, qu'est-ce que tu as fait pour aller les voir? Ben là, pas grand-chose, mais tu sais, il avait pas de l'air à vouloir jouer avec moi. C'est comme, ben, c'est pas une bonne raison. Tu vas les voir encore, puis tu t'en vas leur demander de jouer avec eux. Puis tu vas continuer à leur parler, puis tu vas leur demander de jouer avec eux autres, puis d'être leur ami. Mais évidemment, un enfant, c'est gêné, c'est normal. Il ne veut pas se faire dire non. Mais c'est ça, l'antifragilité. Il est capable de toffer ça, qu'il aille demander d'être ami. Il n'y a pas à requérir l'aide d'une force extérieure pour créer une inclusion artificielle. Il est tout à fait capable de faire sa place. C'est ça qu'on a besoin d'enseigner. Inutile de vous dire qu'on est complètement dans le champ en ce moment. Parce qu'une personne qui vient de décider que l'environnement est contre lui, on n'est plus des enfants rendus, à un moment donné, là, à l'adolescence, tout ça. Là. C'est comme tu ne peux plus lui dire, ben non, il faut aller voir tes amis. Tu peux le faire à l'école primaire, tu peux le faire à la maternelle, mais à un moment donné, tu ne peux plus dire ça. Fait que là, on a des gens qui disent, non, moi, je suis pas d'accord avec comment je suis regardé. Regarde, ils maïssent. C'est un choix de le voir comme ça. Puis il y en a d'autres qui font, non, non, moi, c'est là, je vais là. Fait que je vais faire des relations, je vais aller
Je vais m'impliquer, je vais créer des relations, je vais aller serrer la main du monde, je vais aller me présenter, je vais aller lui faire des demandes. Je suis une bonne personne, fait qu'il n'y a pas de raison pourquoi il ne voudrait pas d'une autre bonne personne. Donc, l'inclusion, c'est une auto-responsabilité. Ça ne devrait jamais provenir d'une ressource extérieure, que ce soit une autorité, que ce soit un gouvernement, que ce soit une institution, que ce soit un professeur, parce que ça n'aide pas une personne à se sentir valorisée. Un enfant qui s'est fait exclure par force externe ne se sent pas plus aimé. Puis quand il va être dans ce groupe-là, évidemment, c'est une inclusion qui est artificielle. Donc, les enfants qui ont sociabilisé, qui ont joué à des jeux, vont évidemment jouer plus ensemble. Donc, le même enfant qui a été forcé, qui a été pitché dans ce groupe-là, va dire, tu vois, je suis encore exclu. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc, tout ça pour dire, ça ne sert à rien de fabriquer une route idéale pour des enfants. Ça sert à quelque chose d'équiper les enfants pour la route qui est non idéale. Là, on va faire la route la plus parfaite possible pour que tout le monde se promène nu-pied et qu'on sente absolument rien. C'est pas possible. La vie, c'est la jungle, tu mets tes bottes.